suis heureuse d'accueillir Charles Pépin, que vous connaissez très certainement, agrégé de philosophie, philosophe, auteur. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais philosophiques, je peux en citer 3-4. La rencontre, la confiance en soi, les vertus de l'échec. Votre dernier livre, Où trouver la force et autres questions existentielles. Je n'oublie pas des BD aussi, avec Jules, vous savez tout faire. Et là, on vous a donné un défi qui n'est pas forcément très simple à relever, de nous parler en quelques minutes de la liberté. Qu'est-ce qu'être libre aujourd'hui? De quoi parlons-nous? Je vous laisse nous exposer votre conférence, et avec puis après, je transmettrai les questions de la salle. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour cette belle question de la liberté. Alors, vous savez, la liberté, c'est compliqué. On l'invoque souvent. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Mais mon soupçon, c'est que plus on parle de liberté, plus c'est louche. Vous voyez, plus on compense peut-être l'absence d'une liberté effective par une invocation. Et ce qui est compliqué avec la liberté, c'est que philosophiquement, à chaque fois qu'on l'a cherchée, on a eu des objections majeures. On pensait que la liberté, c'était le libre choix. Et puis on s'est rendu compte que les choix sont conditionnés par de l'inconscient, par des logiques de classe sociale, par des déterminismes multiples. On pensait que la liberté, c'était de décider. Et puis on a découvert, grâce au progrès des neurosciences, qu'en vérité, la décision, elle se joue d'un point de vue neuronal avant même que la conscience ne se réattribue rétroactivement la capacité à décider. Et donc il y a beaucoup de soupçons comme ça qui viennent planer, qui viennent peser sur la liberté, si bien qu'on en est arrivé à se demander si ce n'était pas un leurre, une illusion, jusqu'à cette célèbre affirmation de Spinoza, que vous devez connaître, qui va vous rappeler des souvenirs. Nous sommes libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorants des causes véritables de nos désirs. Ça doit vous rappeler des bons souvenirs. Ce qui veut dire que souvent, eh bien, je me crois libre, je me prétends libre, mais je suis en fait soit conditionné, classe sociale, valeurs familiales, inconscient, pulsion refoulée, soit carrément plus que conditionné, déterminé, et je ne sais pas que je ne suis pas libre, quand bien même je clame la valeur de ma liberté. Je pense que ça rappelle des souvenirs à certains. Donc Spinoza, dans son livre majeur, L'éthique, à un moment, il dit quelque chose de très fort. Il dit « L'homme n'est pas un empire dans l'empire ». Ça veut dire que, du point de vue de la science, l'empire global, c'est l'empire de la nécessité. C'est l'empire de la causalité. Donc, dans la nature, les choses sont comme elles sont parce qu'elles sont les conséquences de causes. Et il prend l'exemple d'une pierre qui roule. Et bien, la pierre qui roule, elle roule en fonction de l'inclinaison de la pente, elle roule en fonction de sa masse. Bref, elle n'a pas choisi de rouler, elle n'est pas libre de rouler, elle n'a pas décidé de rouler. Et pour Spinoza, qui est à la fois philosophe et scientifique, et vous savez que l'éthique, c'est le projet d'écrire un livre de philosophie avec la rigueur scientifique, pour Spinoza, tout ce qui est dans la nature obéit nécessairement à des règles de causalité, et donc il n'y a pas de liberté dans la nature. La plante ne pousse pas librement, la pierre ne roule pas librement, la pluie ne tombe pas librement. Et pour Spinoza, nous, les humains, on est un peu bizarres, parce qu'on a inventé, comme ça, un royaume de liberté dans l'empire du destin, comme si on était différent des autres vivants, et que nous, on avait la liberté, qui, bien sûr, pour certains, vient de Dieu, pour d'autres, vient d'une sorte de bug dans l'évolution de l'espèce, qui fait que cet animal-là, cet animal bizarre, l'animal humain, aurait à un moment déployé la conscience et la liberté. On sait d'ailleurs aujourd'hui, grâce au progrès de l'éthologie, que ce propre de l'homme dans la conscience est largement remis en question, parce que les animaux aussi ont une conscience. Mais bon, revenons à Spinoza. Et Spinoza a cette affirmation très subversive, l'homme n'est pas un empire dans l'empire. Autrement dit, il n'est pas un empire de liberté dans l'empire du destin. Il est lui aussi soumis aux lois de la nature. Et Spinoza nous raconte, à travers 3 exemples très forts, l'enfant, le fou, et l'alcoolique, que ce sont 3 personnes qui invoquent leur liberté sans cesse. Et quelque part, elles sont encore moins libres que les autres, puisque l'enfant n'a pas encore la maturité pour savoir ce qu'il fait en liberté, l'alcoolique est pris par l'alcool, et le fou est pris par la folie. Et pourtant, tous les deux se sentent libres, ils se révèlent libres, ils se déclarent libres. Et l'homme n'est pas un empire dans l'empire. Ça veut dire qu'au fond, si on persévère dans l'analogie avec la pierre qui roule, on a compris pourquoi elle roulait, et nous,
les humains, quand on dit « j'ai décidé de faire cette école-là, j'ai décidé de divorcer, j'ai choisi de me marier, j'ai choisi de voter pour ce candidat, j'ai choisi de voter pour ce représentant à l'appel », en fait, c'est comme si on était en train de rouler sur la pente, mais qu'au lieu de rouler parce qu'on ne peut pas échapper à la causalité, on était en train de rouler, mais on disait « j'ai choisi de rouler, j'ai choisi de rouler, j'ai choisi de rouler, j'ai décidé de rouler, j'ai décidé de rouler ». Alors ça ne vous plaît pas d'entendre ça, parce que vous dites « je ne suis pas comme la pierre qui roule, j'ai une véritable liberté ». Je veux bien vous entendre et vous accorder raison, mais la question c'est qu'est-ce que c'est que cette liberté? Puisque ce n'est pas le libre choix, ce n'est pas la libre décision, ce n'est pas non plus le fait d'orienter sa vie par rapport à des valeurs, parce qu'on se rend compte que la plupart du temps, quand les humains invoquent des valeurs, c'est louche, parce que l'exemplarité, c'est la preuve par l'exemple, et dès lors qu'on redouble l'exemple d'un discours sur les valeurs, ça attire le soupçon. Donc la question, c'est qu'est-ce qui reste de la liberté, finalement? Qu'est-ce qui reste de la liberté quand on a compris la critique sociale, la critique par l'inconscient, la critique par le déterminisme, la critique par les sciences sociales, la critique par la sociologie, la critique par les neurosciences? Qu'est-ce qui reste de cette liberté à laquelle nous sommes attachés, à laquelle vous êtes attachés? C'est la question. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de réponse. Mais c'est la question. On va maintenant poser cette question sur un plan politique. Sur un plan politique, les hommes et les femmes politiques nous promettent des choses. Et ils nous disent on va faire ça, on va régler la sécurité, on va régler l'éducation, on va régler la santé mentale. Mais si on regarde de près, avec la même logique de déconstruction et la même logique de soupçon, on s'aperçoit que si on est cohérent et qu'on imagine comme un rectangle comme ça d'actions possibles, d'actions politiques libres, c'est que si on prend en compte, par exemple, je sais pas, la conjoncture internationale, ça va réduire un peu l'espace d'action possible. Si on prend en compte le cycle économique, est-ce qu'on est en croissance, en récession, ça va réduire encore la marge d'action possible. Si on prend en compte le jeu de la politique politicienne, ça va réduire encore la marge d'action possible. Si on prend en compte, par rapport à une réforme, par exemple, qu'on aurait envie de faire, je ne sais pas, moi, la géographie et le climat, c'est important. Il y a des réformes qu'on ne peut pas faire, la démographie aussi, il y a des réformes qu'on ne peut pas faire si on n'a pas assez de jeunes. Donc si on prend en compte la démographie, ça va encore réduire. Donc imaginez un rectangle comme ça, qui est la liberté d'action possible, et à chaque fois qu'il y a une réduction, on assure une zone qui va venir diminuer l'espace de la liberté possible. Donc on assure parce qu'il y a des conditions économiques, on assure parce qu'il y a des conditions démographiques, on assure parce qu'on prend en compte le climat, et à la fin, on se demande s'il reste de la liberté, si on peut agir, si on a pris en compte l'économie, la démographie, la conjoncture, la géopolitique, etc. Et bien, si vous imaginez ce rectangle et que vous assurez des zones, il va rester un petit espace. Alors, souvent, on est dans le déni, on dit non, je suis totalement libre. Comme Sartre, qui dit notre liberté est absolue, j'invente mon existence, et donc tous les conditionnements ou les déterminismes que j'ai invoqués, sociologiques, inconscients, classe sociale, Sartre dit mais c'est de la mauvaise foi, c'est parce qu'on ne veut pas se saisir de sa liberté, on se ment à soi-même. Et donc du coup il est dans le déni de tous ces conditionnements et il dit en fait on est complètement libre, on est complètement responsable de sa vie, et c'est un énoncé qui est joli, qui est excitant, mais qui est complètement faux. Car on voit bien qu'on est conditionné, qu'on est déterminé, qu'on est influencé, et que bien souvent on croit qu'on a choisi de façon rationnelle, alors qu'en vérité ça s'est fait un peu au hasard, et qu'on se réattribue rétroactivement le choix. Il y a beaucoup de dirigeants qui avouent qu'ils ont pris une décision parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire, ils ont tranché comme ça, et puis après ils post-rationalisent pour communiquer leur décision. Mais donc je reprends la métaphore du rectangle, il est assuré, il reste un petit espace. Alors c'est un peu déprimant. C'est comme si un candidat arrivait et disait « ça, on ne peut pas le faire en raison de la démographie. Ça, on ne peut pas le faire en raison de la crise économique. Ça, on ne peut pas le faire en raison de l'impératif écologique et climatique. » Et c'est un peu déprimant et personne ne parle comme ça. Pourtant, il faudrait parler comme ça, parce que c'est la réalité. Parce qu'il va rester un petit espace de liberté possible. Mais c'est le véritable espace. Et il faut inscrire son action dans cet espace-là. Il faut partir du réel pour créer de la liberté et de l'action possible, et non pas partir du fantasme d'une liberté totale. Donc Spinoza, il a tort lui aussi, quand il dit « l'homme n'est pas un empire dans l'empire »,
quand il dit « on est aussi déterminé que la pierre qui roule à agir comme on agit ». Il a tort aussi, il va trop loin. Mais Sartre a tort aussi, qui nous dit que la liberté est totale, qu'elle est absolue, qu'il n'y a aucune limite. La vérité, c'est que notre liberté est assez restreinte, mais que quand on comprend pourquoi elle est restreinte, on va pouvoir localiser son action dans le véritable sol où l'arbre de notre singularité va pouvoir pousser. Autrement dit, au plan individuel, je sais d'où je viens, je sais quelle enfance j'ai eue, je sais de quelle classe sociale je viens, je sais quelle a été ma place dans la fratrie, je sais que je suis très peu libre, mais dans ce petit espace qui reste, je vais semer des graines pour une vie singulière et authentique. Par analogie, il faudrait que le nouveau personnel politique ait le courage de dire « ça, on ne pourra pas le faire, ça, on ne pourra pas le faire, ça, on ne pourra pas le faire, et ça, on ne pourra pas le faire, mais ça, on pourra le faire ». Et là, on va semer la graine pour faire pousser dans le sol du réel la liberté effective. Donc, ce n'est pas un propos très excitant, c'est même un peu déprimant. Nous sommes très peu libres, et individuellement, et collectivement, mais ce peu n'est pas rien. Et c'est la seule façon objective, réaliste, de penser la liberté. Nous sommes très déterminés, très contraints, très influencés, très entravés, mais ce n'est pas une raison pour démissionner. Et ce qu'il nous faut planter comme arbre de liberté, il faut le planter dans le sol réel, et donc sacrifier à la connaissance objective de tout ce qui limite notre liberté. Voilà l'énoncé que je vous propose ce soir, un énoncé dur et pénible. C'est que plus je connais et je suis lucide sur ce qui limite et entrave ma liberté, plus je suis libre objectivement. Ça, c'est la partie négative. Maintenant, il y a une proposition plus positive. C'est que vous avez compris que la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes. La liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, parce que dans la vie, on a plein de contraintes. Donc, le sens commun qui se représente souvent la liberté comme une absence de contraintes, finalement, développe encore ce fantasme infantile de liberté que j'ai évoqué. On a toujours des contraintes. Elles sont physiologiques, elles sont génétiques, elles sont conjoncturelles, elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont morales, elles sont climatiques. Donc si on définit, comme le font tous les élèves de terminale, la liberté comme une absence de contraintes, on la définit de manière illusoire. Ma proposition, c'est de dire qu'il faut inventer la liberté dans les contraintes. Alors concrètement, comment on fait ? Si la liberté n'est pas l'absence de contraintes, et si je paye le prix de la connaissance objective de toutes les contraintes qui alourdissent mon existence, comment je peux être libre dans les contraintes? Et maintenant, je vais vous proposer une réponse plus excitante et plus gaie, et plus mobilisatrice. Et cette réponse, elle est empruntée au philosophe Bergson, qui dit qu'il faut arrêter de fantasmer une liberté absolue, une liberté sans contrainte, une liberté de s'inventer à la Sartre, comme si on pouvait s'inventer comme ceci ou comme cela, dans une liberté absolue, qui est un déni des conditions réelles de l'existence humaine. Mais Bergson ajoute, si, et c'est là que ça va devenir moins déprimant, si, au milieu des contraintes, tu réussis à poser des actions, des décisions qui te ressemblent, alors tu es libre. Si, au milieu des contraintes, il y a entre les actions et les décisions que tu poses dans le réel la même étrange ressemblance qu'il y a entre les œuvres d'un artiste et cet artiste, alors tu es libre. Ce qui veut dire que tu es libre quand tu es toi-même, pas quand tu t'arraches à toutes les contraintes ou à tous les conditionnements, mais quand tu réussis, au milieu de ces contraintes et de ces conditionnements, à exprimer ce qu'il appelle ta personnalité. Et ça, c'est une belle idée. C'est que exprimer sa personnalité, exprimer sa singularité, c'est refuser de plier sous le poids des conformismes, des conventions, des injonctions. C'est essayer de faire vivre sa note singulière. Et Bergson a une très jolie expression, il dit « c'est la mélodie intérieure de la subjectivité ». Alors c'est un peu lyrique, mais je vous demande de prendre un peu quelques secondes
pour vous demander s'il n'y a pas des moments dans votre vie, dans votre façon de travailler, votre façon d'aimer, votre façon de dire bonjour, votre façon d'entrer en relation, votre façon de marcher dans la nature, où quelque chose qui serait la mélodie intérieure de votre subjectivité singulière, soudain s'exprime, elle sort. Et à l'inverse, il y a tous ces moments où vous vous trahissez, où vous ne vous ressemblez pas, où vous êtes dans le métro en train d'aller au boulot et vous regardez vos pieds dans ces chaussures et il vous semble bien que ce sont les pieds d'un autre, que ça ne vous ressemble pas de travailler comme ça ne vous ressemble pas de voter comme ça ne vous ressemble pas de faire l'amour comme ça ne vous ressemble pas d'entrer en relation socialement comme ça. Alors là, vous êtes aussi contraint et conditionné que tout le monde, mais en plus, vous n'êtes pas libre parce que vous ne réussissez pas à exprimer votre note personnelle, cette façon de faire qui vous ressemble et en même temps rassemble la diversité de tout ce qui vous constitue et est souvent entravé et contraint, mais ce n'est pas grave. La question, c'est quand est-ce que je suis vraiment moi-même? Quand est-ce que je réussis à exprimer ma personnalité, c'est-à-dire à extérioriser sur la scène sociale, extérieure, professionnelle, familiale, amicale, à exprimer la mélodie intérieure de ma subjectivité. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des moments où on l'entend. Oui, ça me ressemble. Cette façon de parler, ça me ressemble. Cette façon d'animer une réunion, ça me ressemble. Cette façon de présenter, ça me ressemble. Cette façon de te dire non, je ne suis pas d'accord, ça me ressemble. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas contraint, déterminé socialement, inconsciemment, pulsionnellement, géographiquement. Je suis conditionné. Mais au cœur de ce réseau serré de conditionnement, je réussis à exprimer ma personnalité réelle. Eh bien, c'est ça, d'après Bergson, qui s'appelle la liberté. Maintenant, allons un peu plus loin si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Ok. Allons un peu plus loin. En fait, il y a une expression géniale chez Bergson, qui est un peu compliquée, qui s'appelle la récapitulation créatrice. Bergson nous dit que pour être libre et aller de l'avant, il faut faire une récapitulation créatrice de son passé. C'est-à-dire que tout ce dont on a hérité et qu'on n'a pas choisi, il faut en faire œuvre de liberté. Mais je n'ai pas choisi d'être l'aîné, je n'ai pas choisi de naître dans un milieu bourgeois ou prolétaire. Je n'ai pas choisi d'être le dernier d'une fratrie. Je n'ai pas choisi d'être un enfant non désiré. Je n'ai pas choisi d'être un enfant qui est arrivé de sexe masculin alors que mes parents voulaient une fille. Je n'ai pas choisi de naître dans cette classe sociale. J'ai rien choisi. Je ne fais qu'hériter de logique sociale, familiale, inconscient. Eh bien, Bergson nous dit, plus tu le sais, plus tu montes en conscience sur tout ce que tu n'as pas choisi, plus tu vas être capable de faire de cet héritage non choisi une liberté consentie et voulue, et d'aller de l'avant en récapitulant tous tes héritages non choisis de manière créatrice, c'est-à-dire d'une manière qui te ressemble. Et donc la clé, c'est la connaissance de soi, la lucidité, précisément quant au fait que je n'ai pas choisi mon milieu social, je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai même pas choisi de naître ici ou là-bas. On ne choisit pas les trottoirs de Paris, de Manille ou d'Alger pour apprendre à marcher. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, pourtant, on va marcher. Et après, il faut trouver son pas, trouver son rythme, trouver son tempo pour exprimer ce qu'on n'a pas choisi d'une manière librement consentie et devenir soi. Et maintenant, vous comprenez le problème. Si je suis dans le déni, si je dis non, je ne suis pas un enfant de la bourgeoisie, si je fais comme Sartre qui dit oui, je n'ai pas eu de père, mais c'est pas grave, je me suis inventé comme je voulais, je suis né dans un milieu de grands bourgeois, mais en fait, je défends les prolétaires, ça aurait pu être le contraire. Si je suis dans le déni, oui, bien sûr, j'aurais pu m'inventer autrement, je ne suis pas déterminé par le fait que je suis le plus petit de la famille et qu'on m'a appelé le petit dernier pendant 40 ans. Si je suis dans le déni, et que je pose ma prétendue liberté, voire, comme Sartre, une prétendue liberté infinie, je vais dans le mur, car je ne peux rien connaître du sol dans lequel je vais aspirer à faire grandir l'arbre de ma liberté singulière.
Donc, il y a un moment, il faut se connaître, il faut aller sur le divan, il faut parler à ses aïeux, il faut interroger les dernières personnes des générations du monde d'avant, il faut faire une thérapie, il faut enquêter sur son propre passé. C'est la clé de la conquête de la liberté dans le futur. Pour aller de l'avant, librement, il faut trouver la bonne manière de se tourner vers son passé et se tenir à égale distance de deux excès. Le premier qui est le ressassement, la rumination, qui est le déterminisme, à savoir être obsédé par le passé. Mais le deuxième, qui est l'excès symétrique, que j'appelle l'illusion moderniste, et qui est l'idée sartrienne que je fais ce que je veux, que je fais table rase du passé, et que je m'invente librement. Et ces deux excès, ils sont très présents dans notre civilisation occidentale. L'excès du ressassement et du déterminisme, c'est quand on se définit complètement par sa classe sociale, quand on s'identifie complètement aux valeurs de sa famille sans les avoir questionnées librement, et surtout quand on rumine son ressentiment, « oh, j'ai pas de chance, je suis né du mauvais côté du fleuve, c'est injuste », quand on est dans le ressassement, et en général, le ressassement, il est négatif, mais il y a l'excès symétrique qui est que toutes les avant-gardes du XXe siècle ont porté, à savoir, on fait table rase du passé et on invente quelque chose de radicalement nouveau. On s'est rendu compte que c'était complètement faux, que toutes les avant-gardes qui prétendaient rompre complètement étaient des gens remplis de traditions et de connaissances du passé, que Picasso, pour ne prendre qu'un exemple, il savait peindre comme Velázquez. Donc il n'y avait pas du tout de rupture totale avec le passé. Eh bien, entre ces deux excès, d'un côté la rumination identitaire, de l'autre côté l'illusion moderniste de la liberté totale, il y a la juste distance avec son passé, condition pour aller de l'avant librement, et il y a surtout la très belle idée bergsonienne de récapitulation créatrice. Maintenant, je vous invite toutes et tous à avoir un petit moment d'introspection pendant quelques secondes, à regarder d'où vous venez, en termes familiaux, en termes sociaux, en termes de trauma de la cour de l'école, en termes de premières expériences amoureuses, sexuelles, en termes de premières découvertes livresques, érudites. Vous êtes l'enfant de cette enfance. Tout ça, vous ne l'avez pas choisi, ça vous est tombé dessus. Et puis, aujourd'hui, vous devez vous dire, mais comment je récapitule tout ça de façon créatrice ? C'est ni ressassement, ni liberté totale. Comment je ressaisis mon histoire dans un geste créatif au cœur duquel j'exprime ma personnalité. Il y a ce très bon mot d'Oscar Wilde qui est un peu une tarte à la crème qu'on trouve maintenant sur des mugs, des t-shirts ou autre chose, mais il a quand même raison, c'est « soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Il a quand même raison, et c'est ça la liberté. Eh bien maintenant, on le sent quand on est infidèle à sa personnalité profonde. On pourrait dire avec Lacan, infidèle à son vrai désir. On pourrait dire avec, Sartre d'ailleurs, infidèle à son projet. On le sent quand sa façon de vivre, de travailler, d'aimer, ne nous permet pas d'entendre monter, s'élever la mélodie intérieure, ma note à moi. Et vous savez, c'est très délicat, ça se joue à rien. C'est une façon d'entrer en relation, de dire bonjour. C'est une façon de garer sa voiture, vous voyez ? C'est une façon de présenter un travail. C'est une façon de parler à table. Ça se joue à rien, la liberté. C'est pas tout ou rien. C'est pas je suis déterminé ou je suis complètement libre. Non, c'est beaucoup plus délicat. C'est est-ce que ça me ressemble ? Est-ce que c'est moi qui parle ? Et peut-être qu'il faut une vie entière pour réussir à tendre l'oreille et à apprendre à reconnaître cette petite mélodie. Mais quand on la reconnaît et qu'on la trahit, on le sait. C'est là qu'on claque sa démission. C'est là qu'on divorce. C'est là qu'on déménage. C'est là qu'on dit avec colère, en fait, ce truc-là n'est pas possible. Parce que je n'ai qu'une vie pour devenir moi-même. Et Aristote disait que le but de l'existence, c'est d'actualiser ce que tu as en puissance comme virtualité individuelle. Et il disait de façon assez drôle, il vaut mieux le faire avant de mourir. C'est la contingence aristotélicienne. Et donc, il
il y a une petite urgence, une petite angoisse existentielle. Et évidemment, du coup, je vais être aux aguets. Je vais dire, tiens, quelle occasion la vie me donne de devenir moi-même et de saisir la chance de ma liberté singulière. Entendez maintenant de l'expression de ma mélodie intérieure, entendez maintenant de tenir la note qui est la mienne, entendez maintenant de récapituler de façon créatrice tous les héritages que je n'ai pas choisis, qui me sont tombés dessus. Eh bien, il y a un terme grec très joli, le kairos, c'est l'occasion favorable, les moments opportuns. Et du coup, Aristote dit, il faut être en éveil, aux aguets. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit kairos à attraper pour devenir libre? Et le kairos, dans la mythologie grecque, est un dieu chauve, avec juste une toute petite queue de cheval à l'arrière de la tête. Dur à attraper, car la main glisse sur le crâne chauve, et elle doit saisir la petite houppette au bon moment. C'est ça le kairos. Eh bien, la liberté, c'est dur comme ça. Ça se joue à pas grand-chose, je peux rater l'occasion. La main glisse sur le crâne chauve et j'ai raté le kairos. Et je ne deviens pas moi-même. Et un jour, je suis en réunion et je m'entends parler et j'entends un autre. Et un jour, je suis avec ma femme, avec mes enfants, et je m'entends parler et j'entends un autre. Et bien là, c'est peut-être pas grave, hein, pas un drame. On est des clones, voilà, mais en tout cas, on n'est pas libre. Voilà. La liberté, c'est d'exprimer, de réussir à attraper les kairos pour exprimer sa singularité dans un monde de normes et de conformisme. Ce n'est pas facile. Depuis le début, je vous dis que je ne serai jamais élu à aucune élection. Avec ce discours, personne ne veut entendre ça. Les gens veulent entendre « tu fais ce que tu veux, tu es complètement libre, débarrasse-toi des contraintes, jouis sans entrave, mai 68 ». Ou alors ils veulent entendre « ta liberté, c'est d'être complètement ce dont tu hérites et de l'assumer ». Non, récapitulation créatrice, c'est mieux que ça, mais c'est très difficile. Et Freud, mieux que tout autre, a écrit un petit bijou pour nous montrer combien c'est difficile. Ce petit bijou porte pour titre « Malaise dans la civilisation ». Vous allez aller dans la très belle librairie de Nancy dès demain matin pour l'acheter, chez Vrin, et vous allez le lire. Il faut quand même être assis, avec un petit stylo, mais c'est quand même accessible à tout le monde. C'est merveilleusement écrit. Et ce que Freud nous raconte, c'est qu'il y aura toujours un malaise. C'est le titre du livre. Pourquoi? Parce que ce qui est bon pour la société, pour la nation, pour l'entreprise, c'est la soumission des individus à la norme. Il en faut pour qu'un groupe fonctionne. Mais ce qui est bon pour l'individu, c'est l'expression de sa singularité libre. On ne pourra jamais satisfaire en même temps exactement les deux. On va juste composer, on va faire au mieux pour que le malaise ne soit pas trop gênant. Mais il y aura un malaise. Dans une classe, dans un lycée, dans une entreprise, dans une nation, on ne pourra pas arriver au malaise zéro. Il y a un malaise dans la civilisation. Eh bien, la liberté, c'est quand, sans casser les groupes, sans être un rebelle absolu, en acceptant que je dois renier ma singularité pour que le groupe fonctionne, que la classe fonctionne, que le lycée fonctionne, que la nation fonctionne, que l'entreprise fonctionne, je réussis malgré tout à ne pas oublier la mélodie intérieure de ma subjectivité et à l'exprimer d'une manière qui n'entrave pas trop la convention sociale, qui n'entrave pas trop le groupe. C'est dur et c'est délicat, c'est subtil et ça se joue à pas grand-chose. Une manière de parler, de dire bonjour, de travailler, d'entrer en relation, une manière d'être, une attitude. Est-ce que ça me ressemble? Critère, si vous avez un artiste que vous aimez, par exemple, je ne sais pas, Degas ou David Bowie, ou Madonna, ou Bach, vous voyez bien que si vous connaissez cet artiste, que les œuvres différentes, malgré leurs différences, expriment cet artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous aimez Bach, il a fait plein de choses différentes, mais c'est toujours du Bach. Si vous aimez Bowie, malgré la diversité des périodes et le génie protéiforme et de mecs qui changent de masque tout le temps, c'est toujours Bowie. On entend Bowie. Eh bien, ça doit être pareil pour vous. Vous dans la famille, dans l'entreprise, vous au bureau, vous dans un lycée, vous devez vous retrouver dans vos actions et décisions
et vous reconnaître, comme vous reconnaissez que c'est du Bach, malgré la diversité, ou que c'est du Bowie, malgré la diversité. Eh bien, quand ainsi vous vous reconnaissez, vous êtes libre. Voilà l'idée de Bergson, intéressant, je trouve. En tout cas, c'est subtil. Et maintenant, vous allez mieux comprendre la phrase de Bergson. Nous sommes libres quand nos actions entretiennent avec nous-mêmes la même étrange ressemblance qu'entre les œuvres d'un artiste et cet artiste. Bref, la thèse arrive, nous sommes libres quand nos actes et nos gestes expriment notre personnalité. Et maintenant, je dois vous définir... Il me reste du temps ou pas? 5 minutes, et j'ai 35 questions. Alors, juste pour vous situer en 20 minutes. Donc, je vais conclure. Il nous reste 20 minutes, mais merci beaucoup pour toutes vos questions, parce qu'il va falloir faire preuve de... Je conclurai en une phrase. Qu'est-ce qu'une personne? Parce que j'ai dit nous sommes libres quand nos actions expriment notre personnalité. Dans votre question légitime, bah d'accord, mais c'est quoi une personne? La réponse de Bergson est sublime. Et vous allez voir qu'elle fait résonner tout mon propos. Une personne, c'est une manière de saisir tout son passé et de l'emmener vers demain. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était brillant, intelligent. Si tous nos profs de philo avaient été aussi bons que vous, il n'y aurait eu que des philosophes. Mais il y a beaucoup d'excellents profs de philo. Je vous confirme. Alors j'ai effectivement beaucoup de questions, des longues, des courtes, des faciles, des moins faciles. Je commence par les faciles. Non, toutes sont très difficiles. Je ne sais pas si on va être d'accord sur facile. Alors, tiens, on commence par ça. La liberté ne serait-elle pas juste un sentiment, finalement? Alors, très bonne question. Non. Dans ce que j'ai essayé. Vous pouvez vous remettre Est-ce que la liberté dans le centre de la scène, hein, si vous êtes plus à l'aise, si vous pouvez marcher. Vous sentez que j'étais un peu entravé là, entre le tabouret. Gardez votre centre scène. Très bien. Je garde le tabouret. Non, mais c'est ça. J'ai besoin de sauter un peu partout. J'ai compris. Mes élèves un jour m'ont dit, mais monsieur, c'est la fin de l'année. Vous ne vous êtes jamais assis au bureau une seule fois. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Alors donc je vous réponds. Sentiment. Est-ce que la liberté est un sentiment? Très bonne question. Justement, le soupçon, j'ai commencé par les soupçons, mais je suis allé vite. Le soupçon que la liberté ne soit qu'un leurre, une illusion, qu'en fait on soit déterminé socialement, inconsciemment et qu'on ne le sache pas, c'était aussi ça, qu'on peut avoir le sentiment de la liberté sans que ce soit une liberté réelle. Mais avec la proposition de l'action que j'ai évoquée, avec le rectangle, vous savez, on a moins de marge d'action, mais on va agir là où c'est possible de planter l'arbre parce qu'on étudie le sol. Là, on sort du sentiment. Et surtout, quand on pose des actions qui expriment cette mélodie intérieure, ce n'est pas qu'un sentiment, parce qu'on rencontre le réel. Et après, pour être honnête, si j'avais eu plus de temps, si vous ne m'avez pas interrompu sans cesse, j'aurais pu ajouter que, en fait, l'étape d'après, c'est ce que dit Hegel, c'est que l'action, qui d'abord nous ressemble, elle va se retrouver validée objectivement. Par exemple, si j'ai écrit des livres, qu'ils sont lus, ou par exemple, si je suis professeur et que mes élèves rendent des copies, il y a une objectivité de la liberté. Et donc, il y a une reconnaissance objective de la valeur de ma... On va prendre un exemple très concret. Oh, je suis libre de t'aimer, on est libre de s'aimer, malgré le fait que nos familles ne soient pas d'accord. Et Hegel dit, dans ce cas, faites un mariage, faites un contrat de mariage, ayez des enfants, et il y aura une objectivité du sentiment de la liberté, en l'occurrence, pour cet exemple-là, dans le contrat de mariage, devant témoins, et dans les enfants, et dans la vie ensemble, et dans les cadeaux qu'on se fait. Et tout ça, ça fait qu'on ne peut pas être simplement dans le sentiment de la liberté, mais bien dans la liberté objective. Vous parliez de votre fameux rectangle et de ses hachures. Antoine de Lille, comment fait-on pour libérer le rectangle de ses hachures et agrandir le rectangle? Ah, il est très très bon ce Antoine. Il veut agrandir. Il veut agrandir le rectangle. Non, non, il ne faut pas l'agrandir. Il est petit. Il est petit. Et il faut accepter qu'il est petit. C'est d'ailleurs, je crois qu'un jour, on accueillera cette parole politique sans se moquer. À force de promesses trahies, à force d'hommes et de femmes politiques qui ne peuvent pas faire ce à quoi ils se sont engagés. Mais le peuple de démocratie moderne a encore envie de grands discours. Mais un jour, peut-être, on va mûrir
Et on va aimer quelqu'un qui dit en fait, il est assez petit le rectangle, mais quand même on peut faire ça. En plus, il y a les relations internationales, il y a la conjoncture mondiale, donc c'est juste du bon sens. Donc Antoine, je vous le dis franchement, On garde le rectangle. on garde le rectangle petit, mais c'est juste le lieu où on plante. Mais après, ça pousse en hauteur. Et là, ça se déploie. Ça peut déborder. Exactement. Un peu comme une plante qui est capable d'avoir des racines dans un endroit assez restreint pour puiser dans le sol et monter très haut. Je vais regrouper plusieurs questions autour de lien parent-enfant. L'enfant manque de liberté car il dépend de l'adulte pour se nourrir, se soigner, vivre tout simplement. Alors, très bonne question. C'est parce qu'il y a de la dépendance qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de liberté. Eh bien, il faut déconstruire cette idée. Être, c'est dépendre. Il faut arrêter avec l'indépendance. Non, on n'est pas indépendant. On dépend des autres pour survivre, on dépend des profs pour apprendre, on dépend des collaborateurs quand on travaille en équipe, on dépend de la conjoncture économique quand on est politique. Donc, l'indépendance, il faut l'oublier. En revanche, ce n'est pas incompatible avec la liberté au sens où je l'ai définie. Oui. Et surtout, la vraie distinction, c'est avec l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. Nous dépendons les uns des autres, et c'est d'ailleurs beau, l'amour, la fraternité, la solidarité. Mais donc, nous ne serons pas indépendants. Toutefois, nous pouvons viser l'autonomie, c'est-à-dire au sein des relations de dépendance multiples d'une existence humaine, être autonome dans son sens critique, sa capacité à orienter son existence par rapport à des valeurs. Autonomos, c'est moi qui me donne la norme de mon comportement, tout en étant pris dans des réseaux de dépendance, évidemment. Et c'est Alain qui disait très joliment, être, c'est dépendre. Être, c'est dépendre. Ça n'empêche ni la liberté, ni l'autonomie. Cette question va sans doute vous permettre de prolonger ce que vous venez de dire. À quel moment protéger un enfant commence-t-il à réduire sa liberté? Vous avez déjà un petit peu répondu. Très bonne question aussi. Ils sont forts, hein? Oui, très fort, bravo. L'enfant tout petit, c'est ce que dit, tout le monde le dit, Freud, Kant, il est très angoissé. Donc il a besoin de cadre. Mais c'est simplement les premières années. Après, il faut lui apprendre l'autonomie. Et l'éducation réussie, c'est quand les enfants n'ont plus besoin des éducateurs. Quand ils ont donc acquis cette autonomie. Ce qui veut dire très concrètement qu'il faut nourrir la raison. Et que même quand on impose à un petit enfant quelque chose, une contrainte, il faut lui expliquer pourquoi, même s'il ne comprend pas tout. Parce que comme ça, il développe sa raison dans le moment même où son corps est contraint. Et donc, c'est ce que dit Kant dans son traité de pédagogie, ne jamais rien imposer arbitrairement à un enfant. Même s'il a 3 ans, il faut lui expliquer pourquoi c'est légitime. Car ainsi, on ne développe pas une mentalité d'esclave, mais un homme libre qui réfléchit. Une question de Fatou. Comment aider nos enfants à cultiver cette liberté lorsqu'on voit toutes les injonctions sociétales qui les poussent à se conformer à des règles et à des normes? Alors c'était pile mon sujet. Eh bien, surtout pas en lui disant à la poubelle les injonctions. Ouais. Arrête, coupe. Surtout pas en lui disant rue dans les brancards, exprime-toi. Non, en lui disant exprime-toi en essayant de faire avec ces conventions, car elles sont nécessaires, mais elles ne doivent pas induire le sacrifice de ton expression personnelle. Mais il faudrait être subtil dès le début, et pas être dans une pensée dichotomique. C'est pas où tu es libre, où tu es soumis. Parce que, comme le dit Freud merveilleusement, dans ce livre que vous aurez fini demain matin à 11h... on travaille demain, on travaille. Ouais, alors lundi, à partir de lundi. Exactement. La liberté, c'est de trouver le moindre malaise, c'est-à-dire d'accepter les normes et conventions qui sont nécessaires et d'essayer au milieu d'exprimer sa note singulière. Et évidemment, si vous dites aux jeunes que la condition pour s'exprimer, c'est de tout casser, vous les envoyez dans le mur, parce que sans repère, on ne peut même pas s'exprimer. Une question que je pense qu'elle va parler à tout le monde. L'hégémonie des GAFAM, qui orientent clairement nos décisions, voire nos pensées par leurs algorithmes,
n'est-elle pas le plus grand danger pour l'expression de cette mélodie intérieure? Bien sûr que c'est un danger, mais ça peut être aussi une chance, c'est un outil, voilà. Il faut essayer de trouver le bon rapport à cet outil. Et un des axes qu'on peut donner, c'est de garder du sens critique. Il faut se souvenir quand même qu'en moyenne, il y a 40% d'erreurs hein, dans ce que proposent les IA, par exemple. Donc il faut rester critique, les utiliser comme des outils et essayer de rester humain avec ses valeurs, avec son sens critique, sans bien sûr sacrifier ce superbe gain de temps que propose l'IA. Je vais regrouper deux questions. Une d'Adeline, de l'un, la liberté est-elle un choix ou un apprentissage? Il y avait une autre question, la liberté n'est pas juste un choix. Est-ce que la liberté est un choix ou un apprentissage? C'est vraiment la question qui est logiquement appelée par ce que j'ai dit. Le mot choix est un peu gênant. En fait, quand on dit choix, on laisse entendre qu'on a arbitré entre A et B et qu'on a eu suffisamment d'arguments rationnels pour prendre l'option A et pas l'option B. Alors, je reconnais que dans certaines situations de la vie, ça se passe comme ça. OK. Donc dans ce cas-là, on dit j'ai choisi librement, et dans ce cas-là, je suis libre de mon choix. Je suis d'accord avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On a A et B. Par exemple, des choix d'études supérieures, on a A et B. Ou alors, d'un lieu de vacances, on a A et B. Et en fait, on analyse la situation rationnellement, mais c'est pas clair. C'est pas implacable. L'argumentation ne nous conduit pas à dire en toute logique que le choix A est le bon choix et que le choix B est le mauvais choix. Et pourtant, il faut trancher. Dans ce cas-là, ça s'appelle une décision et pas un choix. C'est la distinction importante. Si déjà vous repartez avec cette distinction, c'est bien. En fait, on choisit quand on sait et on décide quand on ne sait pas. Vous pouvez répéter? Oui. Mais vous avez bien raison, parce que c'était un peu mal dit. Non, on choisit quand on sait et on décide quand on ne sait pas suffisamment pour que ça relève d'un choix rationnel. Et donc, la liberté, elle est dans la décision et pas dans le choix. Parce que dans le choix, je ne suis pas libre, puisque je suis obligé de suivre l'implacable rationalité. Et d'ailleurs, le libre arbitre de Descartes, ce n'est pas un libre choix, c'est une libre décision. Et c'est très important de comprendre cette différence entre choisir et décider, parce que les vrais enjeux de l'existence relèvent de décision et pas de choix. Dans les grands enjeux de l'existence, on ne sait pas, en fait. On ne peut pas choisir au sens rationnel. Ça n'obéit pas à la rationalité implacable d'un tableur Excel. Eh bien, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est précisément là qu'on est convoqué dans sa liberté de décider. On va le dire encore plus simplement. Quand je choisis, j'ai des arguments. Donc c'est clair. Mais quand je décide, je manque d'arguments. Et pourtant, il faut trancher. Par quoi vais-je compenser dans la décision existentielle, décision de la foi, par exemple, décision de vivre dans telle région? Par quoi vais-je compenser l'absence de certitude rationnelle qui fait que ça ne relève pas du choix, mais de la décision? Par quoi? Je vous écoute. Vous trouvez c'est bien? Précisément par quoi? La liberté. Très bien, je l'ai entendu, par la liberté. Je vais compenser l'absence d'argumentation rationnelle par la puissance de ma liberté. On pourrait dire aussi le courage, on pourrait dire l'intuition. Tout ça, c'est le champ de la liberté. Bref, l'engagement, mais pas l'engagement qui est fondé rationnellement de manière implacable, l'engagement existentiel qui fait que, au fond, j'y vais. Et d'ailleurs, il y a une superbe phrase d'Alain qui résume un peu la philosophie de la liberté que j'ai essayé de partager avec vous. C'est la phrase suivante: le secret de l'action. Qui a la suite? Alain, c'est Alain. Ouais, Mais avant de vous donner la suite, parce qu'on a un peu de temps, je précise qui est Alain. Que vous avec deux ailes. Pardon? Il y a deux ailes. Non, il y a un seul aile, mais c'est pas grave. Mais Alain, il est professeur au Collège de France, professeur de philosophie, représentant de la France à la SDN, l'ancêtre de l'ONU, donc c'est pas n'importe qui. Et si je vous dis que Alain dit le secret de l'action, c'est
La liberté. Eh ben, vous allez imaginer que c'est de réfléchir, c'est d'anticiper, c'est les valeurs. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. C'est la phrase d'Alain. Et ça veut dire l'engagement. Ça veut dire je tranche. Je ne suis pas sûr, mais j'y vais. De toute façon, je pourrais rectifier, je pourrais réajuster. Mais si j'y vais pas, qu'est-ce qui va se passer? L'angoisse va monter. Et je vais différer le moment d'y aller en pensant que je serai davantage prêt demain, que j'aurai davantage d'arguments qui ne viendront pas. Et l'angoisse ne fera que monter, et je serai paralysé par l'angoisse, encore moins libre, perfectionniste. D'ailleurs, c'est ça le perfectionnisme. Hein. Au lieu d'y aller dans l'imperfection pour progresser, j'attends d'être parfaitement prêt pour y aller, et finalement, je n'y vais jamais, tétanisé par l'angoisse. La liberté d'agir, c'est ce qui nous délivre de l'angoisse, du figement de l'angoisse. Question 2026. L'IA ne risque pas de nous priver d'une certaine liberté, ou de la liberté tout court. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas répondre en une phrase à une question sur l'IA. Je vous dis juste une direction, c'est qu'il faut travailler à une hybridation. Voilà. L'hybridation la plus intelligente possible de l'IA, de l'humain et même du vivant, du végétal. Et c'est sûr qu'on ne peut pas penser simplement à l'IA comme une aliénation et comme une perte de liberté. La question, c'est quelles conditions on met en œuvre, socialement, individuellement, pour que l'IA nous rende pas bêtes, mais plus intelligents, et nous libère. Et il y a quand même un enjeu énorme, hein, et c'est intéressant pour vous à l'appel, c'est quand même que peut-être l'IA va nous libérer de certains métiers, et peut-être nous libérer d'un travail pas passionnant, et nous permettre d'avoir du temps pour autre chose. La discussion philosophique, la contemplation poétique de la nature, l'amour, l'amitié. Et peut-être qu'il est temps de se débarrasser du travail, hein, et que l'IA va nous permettre ça. Parce que peut-être il y a mieux que le travail. Il y a la philosophie, la théologie, l'amour, l'amitié, la promenade. Les Grecs le pensaient déjà. C'est pour ça qu'ils ont justifié l'esclavage, hein, pour libérer les hommes du travail. Et peut-être que l'IA va nous offrir cette chance de nous consacrer toute la journée à la philosophie, à l'amour et à la contemplation. D'ailleurs, ça voudrait dire qu'il y a un revenu minimum universel. C'est ce projet-là. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, finalement. Vous savez, quand on dit « oui, le travail est intéressant », et on dit « ben voilà, il y a des bullshit jobs, et puis il y a des travaux intéressants ». C'est vrai qu'il y a des métiers intéressants. Prof, c'est un métier intéressant, manager, artisan, mais est-ce que c'est plus intéressant que de contempler la beauté du monde? Est-ce que c'est plus intéressant qu'une discussion métaphysique pendant des heures? La question, elle est là. Voilà. Vous avez un peu répondu. Vous avez cité Sartre, Bergson, Alain, oui. Voilà. Dans la salle, nous avons un amateur de Georges Brassens. Alors, la question d'abord, si la liberté, c'est faire exister sa personnalité individuelle, est-on libre en communauté? Georges Brassens disait, quand on est plus de 4, on est une bande de cons. Alors attention. Vous avez 2 minutes pour conclure. Attention. Vous l'avez compris, je ne suis pas du tout sur la ligne anarchiste de Brassens, puisque précisément j'ai expliqué, d'une manière un peu centriste, on va dire, qu'il fallait essayer de faire la synthèse entre les besoins de la communauté, de la collectivité et des contraintes, et ne pas renoncer à l'expression des notes singulières. Et avec la référence à Freud, Malaise dans la civilisation, on est donc beaucoup plus subtil que Brassens, qui est drôle, mais qui est juste un anarchiste. Pour lui, quand il dit à plus de 2 ou plus de 3, je ne sais plus, on est déjà une bande de cons, bah, il veut nous montrer que seul l'individu compte dans une liberté sans entrave. Alors c'est joli dans une chanson, mais c'est joli quand Brassens le chante, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas sérieux. On est obligé, désolé, et ce sera ma conclusion, c'est une phrase de Pascal, en d'autres temps, il lui parlait de la foi et du monde laïque, de tenir les 2 maillons de la chaîne. D'un côté, la société, avec ses exigences normatives salutaires. De l'autre côté, les individus libres, essayant de tirer leur épingle du jeu et de ne pas renoncer à leurs notes propres, tout en acceptant d'être un peu
une immense bande de cons. Merci infiniment. Merci beaucoup.